concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver au petit matin. Et ouais, là c'est plus en plein milieu de la nuit maintenant, c'est au petit matin pour ce nouveau débat débrief mondial 2026. Bon, alors, on va pas se mentir, là, il s'est passé un peu un truc un peu sale côté tunisien. Et côté suédois, je pense que là, on est en train de bien kiffer je sais pas, ça doit être cette fin de journée là-bas, en tout cas aux États-Unis, parce que les copains, on a bien vu, difficile pour les amis, pour nos amis tunisiens. Hein, le score, il est dur, 5-1, et bon, le débat, il va être un petit peu dur pour vous, amis tunisiens, mais bon. Faut bien faire le débrief et parler un peu de ce qui s'est passé. C'est pas très positif. Bon, juste avant de débuter le live, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vois qu'il y a déjà des messages dans le chat. Je vais les relayer tout de suite. Mais n'hésitez pas, c'est ce qui rend le débat plus intéressant et c'est ce qui permet aussi de voir si on est plutôt dans le vrai ou au contraire, on est plutôt à côté de la plaque. Pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de ça fait grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force pour continuer et continuer même jusqu'au beau milieu de la nuit ou au petit matin. Et puis voilà. Bon, maintenant que j'ai précisé tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est quoi? C'est la question qui est posée à côté de moi, les copains. La Suède déjà qualifiée pour une interrogation et la Tunisie déjà éliminée pour une interrogation. Pas vous mentir que j'ai envie de dire que ça tombe un peu sous le sens, mais on va faire quand même un petit peu le débat. Est-ce qu'une équipe qui vient perdre 5-1, elle est en capacité de pouvoir relever la tête derrière? Je vais pas vous mentir, bon, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, je relais les messages qui sont mis. On a Monsef qui nous dit: «Équipe de merde, sans aucun talent, aucun bon joueur, on aurait dû aller le Nigeria ou on aurait dû laisser aller le Nigeria ou le Cameroun, eux au moins auraient pu sortir du groupe et n'auraient pas fait honte au football africain.» C'est un peu dur comme constat parce que les mots sont un peu crus, mon ami Youssef, mais je vais te dire que tu es un peu dans le vrai. Un petit peu dans le vrai, faut reconnaître que là pour le coup, un peu compliqué de dire que t'es pas dans le vrai. Maintenant, c'est un peu le problème avec la Tunisie, j'ai envie de dire. C'est qu'ils se qualifient régulièrement, voire quasiment tout le temps. Et j'ai l'impression que ce type de match-là, on le voit tout le temps en fait avec la Tunisie. Et c'est à côté, plan de jeu bancal, momentum qui passe à côté. Enfin bon, franchement, il y a plein de choses à dire. Donc je vais vous montrer un petit peu le programme. Le programme, on va le faire un peu comme ça. On va passer d'abord sur les compos. On va passer ensuite sur les stats, les tops, les flops, l'homme du match et puis la note du match. Voilà. Je pense que pour
pour se faire un petit débrief sympa, je pense que c'est la meilleure forme. Alors, on a Mansour qui nous dit, en tant qu'Algérien, j'aurais voulu voir la Tunisie gagner. Je me réveille, je vois 5-1, j'ai eu de la peine. Ouais, non, non, mais franchement, on va vite y revenir. Rien que déjà en regardant les compos, je mens pas, j'étais un petit peu flippé pour nos amis tunisiens. Donc, on est parti avec un 5-3-2, parce que pour moi, voilà, on était bien avec une défense à 5 côté tunisien. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de comment de schéma tactique côté tunisien en Coupe du Monde. Maintenant, faut être très clair. Faut avoir les joueurs pour pouvoir jouer comme ça. Et que ça soit Benhamida, Talbi ou Rekik, bon, pour moi, ça ne donne pas les garanties nécessaires pour pouvoir c'est-à-dire jouer au plus haut niveau dans ce schéma-là. Maintenant, c'est sûrement un schéma, et là, dites-moi en commentaire, hein, copains qui suivaient la Tunisie, dites-moi si c'était la meilleure idée que de partir sur cette défense à 3. Maintenant, moi, je les ai trouvés très, 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 très friables. Vraiment très friables et très, très compliqué de pouvoir articuler et, on va dire, te reposer sur ta défense. Compliqué. Les deux pistons, que ça soit Valérie ou Abdi, ouais, non. Je mens pas, j'ai pas la vision. Franchement, ça me paraît pas tip top. Et alors, le milieu à 3 avec Mejbri, Thierry et Rémi Kedira, bah, sur le papier, ça peut être sympa. Je peux pas dire. Ça peut être intéressant et de se dire que Mejbri peut peut-être un peu jouer ce rôle de dernier passeur pour le duo d'attaque, mais se dire que Saad et Ben Slimane, bon, on les a quasiment pas vu les copains. Hein. On les a quasiment pas vus. Hein. Henri Dolmen qui nous dit Hello, j'ai pas pu voir le match. Bah écoute, tout dépend si t'es côté tunisien ou côté suédois. Henri Dolmen. Si t'es côté tunisien, bah valait mieux. Valait mieux que tu vois pas le match. Et si t'es côté suédois, bah ouais, tu peux avoir 2-3 regrets parce que vraiment la rencontre c'est sympa. Parce que pour l'instant, on est en train de parler de la Tunisie, mais il y a eu aussi un adversaire. Et l'adversaire, désolé, mais ils n'ont pas du tout volé leur victoire. Donc, ça reste un bon match. On va le noter au fur et à mesure de ce live. Mais dans l'ensemble, c'était un match qui, moi, m'inquiétait un peu. J'avais peur d'une purge et d'un 0-0, et on est passé très, très loin de cette purge. Donc, à préciser aussi que notre ami Chad, dans notre dernier live, avait annoncé un 4-1. C'est pas très, très loin. Donc, comme quoi, on raconte pas que des saucisses, on ne sent pas que des saucisses aux ses copains. Mais pour en revenir aux compositions, voilà, système très, très défensif côté tunisien. Et on a vite compris que ça allait être compliqué. Alors, vite, non, je suis un peu dur parce que le but intervient qu'à la 30e minute. Donc, il y a un début de match où la Tunisie, sans aller jusqu'à dire qu'elle est en train de faire le match en regardant dans les yeux son adversaire, elle est plus ou moins dans le ton. Voilà, elle est plus ou moins dans le ton. Il y a des situations, mais on va dire une bonne partie du temps, ils arrivent à tenir. Ils ont réussi à tenir sans être trop inquiétés. Et puis à partir du moment où il y a eu le but, petite réaction. Faut pas leur enlever. Petite réaction du côté tunisien avec l'égalisation juste avant la mi-temps. Moi, je vous cache pas, hein, je suis très honnête. À la mi-temps, je me suis dit peut-être que la Tunisie c'est plus faible. Pas de problème, je veux bien l'entendre, mais bon, ça peut peut-être revenir dans le match. Et oui, et évidemment, excusez-moi les copains, j'ai bien évidemment oublié, mais c'est parce que je l'ai pas vu en direct. C'est pour ça qu'en fait, il m'a pas marqué. C'est le but évidemment d'Ayari.
parce que Ayari, c'est lui surtout. Voilà. Et évidemment, si on vient refaire le momentum du match, ah oui, magnifique frappe des 25 mètres, quasiment. Moi, je l'ai eu de ce que j'ai vu, c'est 25 mètres, pleine lucarne, et on joue la 7e minute de jeu. Donc, le fameux plan de jeu défensif de Lamouchi explose un petit peu. 30e, t'as le deuxième but, le but du break d'Isaac, et puis après, voilà, Rekik vient à relancer un tout petit peu la machine. Et moi, comme je vous dis, bien sûr, je vois la Suède devant, mais on sent une espèce de mécanique un peu enrayée, en fait, avec cette réduction du score juste avant la mi-temps. Et c'était pas impossible de voir cette équipe tunisienne peut-être revenir dans la partie. Maintenant, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Les copains, le duo d'attaque Isaac-Gyökeres, il a fait très, 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 très mal. Hein. Très, très mal. Hein. Alors évidemment, Nygren aussi a été intéressant en numéro 10, derrière le duo d'attaque. Mais si on ajoute Ayari, qui est auteur d'un doublé, hein. Donc très, très intéressant, avec Kallström au milieu. Sur les côtés, alors Bernhardsson et Gudmundsson, je le connaissais, mais Bernhardsson, je ne l'avais pas. Franchement, belle découverte. Et puis défensivement, il y en a certains quand même qu'on connaît. Lindelöf, c'est pas d'aujourd'hui. Yen, du côté de l'Atalanta, moi perso, je l'ai déjà vu pas mal. Et c'est un joueur, c'est un défenseur intéressant. Et Lagerbilke, aussi, je l'ai découvert, mais joueur intéressant, qui mérite des dus. Et le 11, côté Graham Potter, donc côté suédois, moi, c'est beaucoup plus cohérent que cette espèce de 5-3-2 qui est sorti, avec des joueurs. Je sais pas si Ali Abdi en piston, c'est vraiment la bonne solution. Hein. Yann Valéry, ok, je veux bien, ça peut correspondre à ses qualités. Abdi, je suis un peu plus sceptique. Et puis, bon, si on parle des stats, c'est bien, parce que, pareil, comme je l'ai dit, au niveau des stats, c'est quand même à l'avantage de la Suède, et assez logiquement, même si on n'a que 1,36 de XG, il y a quand même 5 grosses occasions, et il y a vraiment beaucoup de situations où la Suède aurait pu encore corser l'addition, et on n'a jamais senti la Tunisie en capacité de revenir dans le match. C'est ça la réalité, c'est qu'on les a jamais sentis capables de pouvoir inverser, hormis cette toute petite période après le 2-1, c'est-à-dire fin de la première mi-temps et début de la seconde. Hormis ça, on n'a pas vu grand-chose. Donc c'est quand même très très décevant, je trouve, côté tunisien. Par contre, côté suédois, moi j'ai été séduit. Hein. J'ai été séduit parce que le fameux duo Gyökeres-Isaac, qui on va dire est séduisant sur le papier, parce qu'un attaquant de Liverpool, l'autre d'Arsenal, ça peut avoir de la gueule. Maintenant, est-ce que c'est compatible? Sur le papier, j'ai envie de vous dire que non. J'ai du mal à les voir compatibles. Maintenant, quand je vois le but de Gyökeres qui arrive à la 59e, donc c'est celui pour moi, qui clôt le suspense. C'est sur une récupération, un bon pressing d'Isaac. Gyökeres récupère ça derrière, et va planter le but du 3-1. Donc, oui, d'accord, c'est pas une action léchée de la part des Suédois et du duo Gyökeres-Isaac. N'empêche que c'est eux deux qui font la différence pour ce 3e but, qui est important. Et puis, forcément, on va vite y revenir tout à l'heure, mais Isaac fait un gros match. Véritablement, il fait un gros match, et pose la question à chaque fois, est-ce que telle individualité peut mener son équipe à surperformer? Isaac, il a la tête du joueur qui peut faire surperformer son équipe. Donc maintenant, est-ce qu'il sera débarrassé des problèmes physiques qu'il a pu avoir cette saison? On lui souhaite, parce que c'est un très beau joueur de foot, et on a tous envie de voir ce type de joueur sur le terrain plutôt qu'à l'infirmerie.
Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, le duo avec Gyökeres, moi j'ai des doutes à très haut niveau pour la compatibilité. Maintenant, peut-être constater, désolé amis tunisiens, mais face à une équipe plus modeste comme la Tunisie, bah, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Ça, ça donne, ça donne au final une victoire 5-1, des stats, comme je les ai montrés tout à l'heure, qui sont largement à l'avantage des Suédois, et une sensation un peu je sais pas quoi trouver comme solution du côté Lamouchi. On va en parler un peu, mais quand il va falloir déterminer les flops, les tops et les flops, bon, les tops dans ce match-là, je pense qu'on va être d'accord, les copains, mais Isaac, ça fait partie des tops. Ayari, évidemment, aussi va faire partie des tops. Gyökeres, dans une moindre mesure, je l'ai trouvé intéressant, mais peut-être moins épanoui dans ce schéma tactique, peut-être encore à se marcher un peu sur les pieds malgré le troisième but qui marque ensemble. Je pense que Isaac, que Gyökeres peut encore faire mieux. Maintenant, l'attaque, quand on a une équipe qui marque 5 buts, je pense que ça va être difficile de pas les mettre en top. Et pas dire que la défense je la mettrais dans les tops parce que faut voir l'opposition que la Tunisie a pu apporter. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce que nous a proposé Potter. Voilà. Et quand il va falloir aussi déterminer un peu le rôle des entraîneurs dans cette rencontre, oui, Potter a largement gagné le match face à la Mouchi, là où l'entraîneur anglais de la sélection de Suède semblait maîtriser, on va dire, les événements, son groupe, tactiquement, ce qu'il exigeait de son groupe, et de l'autre, un sélectionneur qui balbutie, on va dire, son football. Est-ce que c'est illogique, sachant que Lamouchi n'est pas arrivé non plus il y a très longtemps? Peut-être. Maintenant, il y a eu des polémiques quand il est arrivé, il y en a encore maintenant, et ce soir, ça va pas s'arrêter pour lui. Le choix de pas avoir mis d'attaquant de pointe véritable, ça se révèle être une vraie catastrophe, parce que peut-être que là, dans ce match-là, qui plus est face à une défense aussi physique que celle des Suédois, ne pas mettre un Chawat, je comprends pas trop le choix. Maintenant, il a été assumé. Il est ultra non payant parce que au-delà le but, en plus, c'est un défenseur central qui le marque. Donc, on peut même pas mettre on va dire, l'attaque en valeur dans cette rencontre. Je vous dis, vraiment, c'est très, très compliqué de pouvoir me dire que la Tunisie a encore un avenir. Donc, quand on pose la question, forcément, la Tunisie déjà éliminée et la Suède déjà qualifiée, la réponse, elle est un peu là, les copains. J'ai envie de vous dire qu'on l'a un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des équipes qui sont déjà qualifiées après avoir perdu un 5-1? J'ai pas vérifié cette stat-là. Spontanément, je vous le dis, ça pue. Ça pue très sévèrement, sachant que les 2 prochains matchs pour les Tunisiens, c'est le Japon et c'est les Pays-Bas. Donc, ça va être compliqué pour eux, pour moi, d'arriver à s'en sortir. Maintenant, les 2 fois 1-0, t'auras certes un goal average dégueulasse. Maintenant, tu finiras avec 6 points. Maintenant, la probabilité de voir cette équipe de Tunisie en capacité de pouvoir relever la tête pas plus tard que dans une semaine, j'y crois pas. J'y crois pas. Alors, on a Abdel qui nous dit, franchement, la Tunisie, c'est décevant. Écoute, t'es gentil avec c'est décevant. Parce que prendre 5-1 par cette Suède-là, je veux bien, il y a des individualités côté suédois, mais on n'est pas non plus sur la Suède 94 avec Thomas Brolin et Martin Dahlin. Bon, ça, c'est pour les plus anciens. Mais bon, c'est quand même pas une énorme Suède. C'est une Suède qui est passée par les barrages pour arriver à se qualifier. Bon, c'est plus que décevant ce qu'a proposé la Tunisie. Qu'elle perde, je pense qu'on va tous être d'accord.
qu'elle perde en jouant un minimum son jeu, ok. Alors on va peut-être me dire que le jeu des Tunisiens, c'est d'être défensif. Très bien, je peux l'entendre. Maintenant, je pense que ça a certaines limites. Vraiment, je pense que ça a certaines limites et ça n'a pas en tout cas payé dans ce type de match. Donc forcément, dans les tops, il n'y en a pas un pour moi côté tunisien. Désolé, de toute façon, sur une équipe qui perd 5-1, du coach au staff, en passant par les joueurs, le gardien, il n'y a rien qui va. Donc non. Et côté top suédois, bah ouais, je mets Potter, parce que Potter, c'est aussi lui qui est à la baguette. Elle était facile. Mais je pense quand même qu'il a sa part de responsabilité dans ce 5-1. Voilà, le plan de jeu, moi je pouvais poser des questions avec cette fameuse complicité entre les deux de devant, c'est passé. Et je vais pas dire que défensivement j'ai trouvé un vrai top, mais l'assise défensive m'a semblé plus ou moins rassurante. Maintenant, il y avait tellement peu proposé par la Tunisie que difficile de mettre la défense en top. Par contre, en flop, bon, il y en a un qui pour l'instant passe un peu entre les gouttes, mais c'est Elias Kiri. Hein. Elias Kiri, les gars, c'est pas possible. Le capitaine qui vous fait ça, qui fait une boulette comme ça à 2-1, qui te tue le match. Il te tue le match parce que le but de Gyökeres, je revérifie, c'est 59e. 59e, c'est pas... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Elias Kiri, pour moi, c'est véritablement un flop, pardon. Désolé. Un vrai flop. Mais un vrai flop. Parce qu'on attend plus. Tout simplement, on attend plus d'un joueur comme ça. Et là, se retrouver... parce que c'est une erreur de débutant. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image, il a un ballon qui est relancé par le gardien, il est juste devant sa surface, il essaie de dribbler Isaac et il se fait contrer bêtement. Et surtout, juste derrière, Gyökeres récupère le ballon et va planter le 3-1. Pour moi, Skiri, il est forcément sur la photo de famille des flops. Hein. C'est impossible que ça soit différent. Abdel qui nous dit, je veux dire, d'habitude, la Tunisie, c'est solide défensivement. Aujourd'hui, c'est un naufrage. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. La Tunisie, ces dernières années, pour la Coupe du Monde, nous a rarement donné des grosses impressions visuelles offensives, même s'il y a ce fameux 1-0 contre la France à la Coupe du Monde 2022. Mais je suis d'accord avec toi, Abdel. Normalement, cette équipe, elle est en capacité de pouvoir tenir défensivement. Un peu pauvre offensif, mais défensivement, ça tient la route. Et là, ce soir, c'était naufrage, porte ouverte, catastrophe, Titanic, enfin, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est une catastrophe défensivement. Parce que cette Suède-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas sur une Suède prime, en fait. Pas sur une Suède XXL ou sur, bon, je pense qu'il y avait vraiment matière à faire autre chose. Et oui. Là, la Mouchi, c'est complètement gouré. Et évidemment, dans les flops, la Mouchi, il va pas pouvoir passer à côté. Hein. Il va pas pouvoir passer à côté parce que, évidemment, le plan de jeu, la manière de jouer, et encore une fois, hein, s'il y a des supporters tunisiens qui regardent, n'hésitez pas à dire si pour vous, le 5-3-2 était adapté. Je pense qu'il a voulu essayer de solidifier là où je pense que la Suède était pas en capacité, enfin, peut être friable défensivement. Donc, il faut essayer. Et puis, vu les deux autres adversaires qui sont Pays-de-Bas et Japon, qui me semblent être un cran au-dessus de la Suède, c'était le match à pas perdre et c'était le match à aller dire soit verrouiller défensivement comme on a l'habitude et au pire, tu grattes un point et tu peux peut-être espérer, sait-on jamais, finir dans les meilleurs troisièmes. Et là, on va dire cette approche-là, alors ok, il y a le but d'Ayari à la 7e, et bon, on va être très clair, c'est un plan de jeu et on a senti des joueurs, alors je dis pas complètement perdus, mais on a senti des joueurs qui étaient jamais en capacité de pouvoir inverser, hormis cette fin de première mi-temps et ce début de deuxième,
Oui, d'accord, il y a un petit peu de réaction, mais c'est quand même pauvre, c'est quand même pauvre. Pour un match de très haut niveau comme on est en Coupe du monde, on peut pas proposer ça, je pense. Je pense qu'on peut pas proposer ça et OK, les XG, ils sont pas forcément, ultra dégueulasses pour, en faveur des Suédois. Maintenant, il y a quand même 0 grosse occasion. Le but, c'est sur un coup de pied arrêté, c'est un défenseur qui le marque et de l'autre côté, bah, la Tunisie, a pas été capable, on le voit bien sur le momentum, a pas été véritablement en capacité de revenir dans le match et de proposer autre chose. Donc oui, c'est un flop, donc je vais pas mettre la comment je vais pas mettre la Tunisie en flop complètement parce que bon, il y a des joueurs qu'on peut peut-être sortir du naufrage, mais on va pas les mettre en top, hein, très clairement. Mais ils sont pas tous au même niveau. Mais voilà, le duo d'attaque, alors je sais pas, j'ai entendu qu'apparemment il y en a un qui vient du futsal, c'est pas des attaquants purs. Bon, bah, ça s'est senti, hein. Donc bon, peut-être que c'était un bourbier pour eux, mais vraiment, je suis pas un spécialiste, mais Chawat qu'on a vu pendant la CAN, OK, il est c'est peut-être pas le plus rapide, mais dans ce type de match où tu vas te coltiner des hyènes, bah, c'est pas un jeu de mots, c'est le nom du défenseur suédois. Tu vas te taper des lignes de œufs ou des défenseurs bien physiques, peut-être qu'un gars un peu plus costaud peut te permettre de faire remonter le bloc et de garder un peu la balle. Là où les 2 attaquants, Saad et Ben Slimane, étaient mais inexistants et ont rien apporté. Donc ça, c'est pareil. C'est une intuition de Sabri Lamouchi. Manque de peau, Sabri, celle-là aussi, tu passé à côté. Donc vraiment compliqué. Donc dans les flops, oui, évidemment, dans un 5-1, on va avoir beaucoup de flops côté côté de l'équipe qui a pris des 5-1. Pardon. Et inversement, côté top, on va avoir beaucoup de l'équipe qui l'a emporté 5-1. Donc voilà, maintenant l'homme du match, ah oui, assez logiquement aussi, ça va être tout simplement notre copain Alexander Isak, parce que bah oui, vu son match, je pense qu'il n'y a pas de débat en fait. Je suis en train de vous chercher les stats de notre ami Alexander Isak. Alexander Isak, bah, je les ai pas les stats d'Alexander Isak. Ah bah mince alors. Bah mince, attendez, si je crois que je les ai ici. Alexander Isak. Voilà. Le visuel est pas très joli, mais écoutez, on n'aura que ça pour l'instant. Donc Alexander Isak, c'est quand même un but, 3 tirs, une grosse occasion manquée, 2 passes décisives, 2 dribbles réussis, 9 pertes de balles certes. Je vois juste 14 passes précises sur 17. Et je vois un gars qui, sur la carte thermique, sur la carte de chaleur de présence sur le terrain, bah, on voit bien qu'il a été présent sur tout le front de l'attaque et qu'il s'est pas cantonné juste à être comment? Dans la surface, à attendre. Et de toute façon, avec un Jokeres, tu es bien obligé de devoir te bouger un petit peu et de pas rester fixe. Donc déjà sur ça, pour moi, il est important et oui, ça peut être lui le joueur majeur qui peut arriver à faire basculer cette équipe, allez, peut-être vers un 8e parce que ça peut être l'idée, un 8e de finale avec cette équipe de Suède. Ah, sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui, pourquoi pas, hein? Et si Isak est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est débarrassé de tous ses pépins physiques, ouais, le 8e de finale, il peut s'entendre. Parce que là, au moment où on parle, si on regarde le classement, la Suède, elle prend un sacré avantage dans ce groupe.
Le Japon et les Pays-Bas ont fait le match nul tout à l'heure, 2-2. Alors, je ne vous cache pas que si vous avez envie d'aller faire un petit tour et d'avoir une analyse du match, on a fait le débrief tout à l'heure, juste à la fin, au coup de sifflet final. Mais dans cette histoire, le Japon et les Pays-Bas ont 1 point. Donc la Suède, avec cette victoire 5-1, les 3 points à l'arrivée, je vais pas vous mentir, mais on est quand même proche d'une qualification. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que la Suède est déjà qualifiée avec cette victoire? Et est-ce que la Tunisie est déjà éliminée? Parce que le -4 dans un groupe avec 4 équipes et donc juste 3 matchs, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, OK, il reste encore des matchs à jouer. Bien sûr, la Tunisie peut terminer, je l'ai dit tout à l'heure, encore avec 6 points. C'est pas du tout interdit. Le foot est capable de nous de nous procurer certaines surprises qu'on ne voyait pas véritablement. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Maintenant, de l'autre, les probas, et là c'est pareil, j'ai pas été regarder, mais les probas, elles sont vachement plus sur une qualification de la Suède, parce que même, allez, disons ils perdent contre le Japon et les Pays-Bas, ce qui est loin d'être fait. Ils peuvent se retrouver encore avec peut-être un goal average positif, 3 points. Donc là, pour moi, la Suède, c'est quasiment qualifié pour les 16e de finale. Maintenant, quelle place? Ça, j'en sais rien. Est-ce que ça passera contre la Tunisie, contre les Pays-Bas et le Japon? Ça, c'est une vraie question. On aura le temps d'en reparler. Par contre, pour la Tunisie, oui, là, on va être très très clair. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Et évidemment, le dernier match, enfin le prochain match des Tunisiens, c'est face au Japon. Ah, c'est déjà défaite interdite, hein. C'est même match nul interdit, hein, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être encore une fois que si avec un match nul et une victoire après contre les Pays-Bas, mais vous voyez le type de scénario, ça veut dire faire un match nul contre le Japon et gagner contre les Pays-Bas ou inversement. Est-ce qu'on voit cette équipe de Tunisie en capacité de faire ça? Non, franchement non. Franchement, non. Et en aussi peu de temps, sachant que le match est le 21, donc dans 6 jours, non, je vois pas cette équipe vraiment relever la tête au point de pouvoir envisager encore peut-être une place de meilleur troisième. Dites-moi en commentaire, hein, si vous voyez une chance pour cette Tunisie, mais moi, pour moi, elle est déjà éliminée. Elle est déjà éliminée. Et ça va forcément poser problème pour Sabri Lamouchi. Il y avait déjà eu des problèmes avec l'ancien sélectionneur qui avait été licencié après le 8e de finale perdu contre le Mali à la CAN. Là, je vous le dis, Sabri Lamouchi, je vois pas comment il va pouvoir garder son poste, hein. Sauf si, pareil, il y a 2 exploits qui sont faits contre les Pays-Bas et le Japon. Et là, ça va être très très compliqué, hein. Vince qui nous dit Japon 1er, Pays-Bas 2e, Suède 3e. Donc pour toi, Vince, tu ne vois pas encore forcément déjà directement qualifier cette équipe de Suède. Je pense que ça va encore, ça va perdre des points et c'est pas interdit, hein. C'est pas du tout interdit qu'ils se retrouvent 3e. Maintenant, dis-nous en commentaire si toi aussi tu penses que c'est déjà qualifié. Avec cette 3e place, tu imagines que ça finit parmi les meilleurs 3e, ou à l'inverse, tu les vois pas. Moi, c'est peut-être facile de se positionner à ce moment-là comme ça, et ils ont tous les arguments, parce que c'est pas du tout dit que ce type d'équipe qui prend confiance, je le répète à chaque fois, le premier match de Coupe du Monde, c'est un indicateur, c'est pas un indicateur définitif, mais c'est un indicateur quand même important qui peut t'amener à te dire, bon, bah, on est capable de faire quelque chose quand on est suédois. OK, on a des joueurs qui sont majeurs dans des clubs importants et donc un peu des top players. Je pense principalement à Isaac, mais dans une moindre mesure aussi Gyökeres. C'est pareil, ça peut être considéré comme un top player. Battre le Japon ou les Pays-Bas, peut-être que sur le papier, on va dire non, mais avec la confiance, ce qu'on a montré et aussi ce qu'ont pu montrer comme lacune et les Pays-Bas et le Japon, attention, hein,
attention à ce que la Suède termine pas plus haut que cette 3e place. Hein. Et pareil, je sais pas si les autres équipes, telles le Japon et les Pays-Bas, vont coller une danse de la même manière aux Tunisiens. Donc, attendons de voir. Mais la fameuse question déjà qualifiée, pour moi, je réponds, je dis oui. Je dis oui sans conteste. Pour moi, c'est déjà qualifié parce que j'ai dit même avec 2 défaites, tu peux t'en sortir encore avec un goal average positif. Donc, dans les meilleurs 3e, si tu finis avec 3 points et un goal average positif, ça passe. Perdre contre le Japon et les Pays-Bas, ça serait la logique pour la Suède, mais pareil, pas interdit du tout d'aller arriver à gratter des points. Et s'il faut que ça se termine au goal average avec les autres, bah, bon courage au Japon et aux Pays-Bas pour arriver à coller le même type de tarif. Maintenant, pour la Tunisie, pas vous mentir les copains, ça sent le roussi et ça sent le retour musclé pour Sabri Lakouchi. J'y pense aussi, j'ai pas voulu le mettre dans les flops parce qu'il est pas aidé et pas facile, mais Hannibal Mejri a été ultra fan de son match. Maintenant, voilà, on a déjà vu en capacité de pouvoir faire énormément de choses avec cette équipe de la Tunisie, donc je vais pas lui sauter dessus en mode il fait partie des flops. Mais dans la fameuse évaluation des flops, on en attend plus. On en attend plus. Vince qui nous dit pas impossible en effet. Je sais pas, je pense que c'était sur un raisonnement sur la première, 2e et 3e place. Vraiment tout est possible, mais là les Suédois quand même, ils prennent une option. Voilà. Pour moi c'est ça, c'est ils prennent véritablement une option avec cette victoire. Bon, il va falloir noter le match. Est-ce qu'on part sur une évaluation extrêmement positive parce qu'on a eu 6 buts, on a eu un petit peu de suspense et que l'opposition de style a duré un temps? Bon, je suis un peu entre les deux, les copains, je vous le dis. J'hésite on va dire, à valoriser ce match-là alors que c'était peut-être pas le plus sexy de la journée, voire même c'était pas le plus sexy de la journée parce que Allemagne-Curaçao, on savait qu'on risquait d'avoir un gros score. Pays-Bas-Japon et Côte d'Ivoire-Équateur, c'était 2 matchs équilibrés et serrés, mais avec de la qualité dans les 2 équipes, donc on s'en doutait. Maintenant, le Suède-Tunisie qui nous donne 6 buts avec des prestations abouties d'un Isaac, d'un Joker, un peu moins d'un Jokeres, mais surtout d'un Isaac. Est-ce que c'est pas à valider? Bon, excusez-moi, supporter tunisien, je sais que pour vous allez peut-être pas me suivre, mais moi, je vais partir sur un 7/10. Je vais partir sur un 7/10. Peut-être que je suis un peu trop positif et généreux sur mon évaluation, mais j'ai envie de récompenser un peu ce match de la nuit qui était pas le plus sexy, je l'ai dit au début au coup d'envoi, et qui à la fin permet d'avoir un match bien intéressant avec des choses à redire. Maintenant, oui, l'opposition de style fait que tu peux pas aller plus haut et l'opposition de niveau, tu peux pas aller plus haut. Et bon, il y a eu un peu de déchets aussi, il y a eu c'était pas régalade totale, donc on peut pas dire que c'était un match exceptionnel, mais 7/10 pour ce qu'on a vu, le plan de jeu et l'idée de vouloir jouer. Bon, moi j'ai envie de dire que oui, la note du match, elle mérite d'être un petit peu surélevée parce que c'était pas dit à la base. Donc oui, je pars sur un 7/10. Je voulais poser aussi une autre question. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans la quotidienne, le point mondial 2026 du FC Copain sur la chaîne. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais là, je suis en train de partager le classement des buteurs. Bon, je pense que ça va être un peu un fil rouge que je vais poser assez souvent comme question. Qui va être le fameux meilleur buteur du mondial 2026?
Bon, dites-moi en commentaire si vous voyez que un des buteurs qui est déjà à 2 buts, donc que ça soit Havertz, ça soit Ayari ou Balogun, prend une petite option. Bon, bien sûr, encore une fois, on n'a pas eu encore du tout tous les matchs disputés, donc on va attendre encore, mais ça nous donne une petite lecture. Et aujourd'hui, on a 2 joueurs quand même, 2 joueurs qui sont passés avec 2 buts dans ce classement des buteurs, c'est Kai Havertz et Yacine Ayari. Balogun, il y était déjà depuis quelques jours. Bon, dites-moi en commentaire si vous voyez un de ces gars aller au bout, par exemple, parce qu'un Balogun ou un Havertz, pour vous, ça peut être le meilleur buteur, ou non, vous avez tendance à penser que les meilleurs buteurs, ils ont peut-être pas encore joué, ils sont peut-être pas encore dans les meilleures sélections. Dites-nous. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être dans ces gars-là, on a un gars qui fera peut-être top 5 du classement du classement des meilleurs buteurs. Voilà, je me positionne. Je dis qu'un Havertz ou un Balogun, après tous les autres à un but, je les considère pas forcément, mais les 2 qui sont à 2 buts, qui peuvent me paraître cohérents dans un top 5 de meilleurs buteurs de compétition, c'est Balogun et Havertz. Certes, c'est parce que c'est des joueurs qui sont au bon centre, mais sur ce qu'on a pu voir et l'expression visuelle un peu de ce qu'ils nous ont démontré sur le premier match, c'est plutôt positif. Donc, moi, je partirais sur ces 2-là qui peuvent finir dans le top 5. Après, dans le reste, évidemment, Isaac s'ajoute un but. Évidemment, Gyökeres s'ajoute un but. On reste juste sur le match de ce soir. Bon, je vais pas vous dire que Rekik aussi a rajouté un but parce que c'est un défenseur central et je pense pas qu'on va le retrouver très très haut dans ce classement, mais n'empêche qu'il en a marqué un. Mais l'information à retenir de la soirée, c'est aussi, de la nuit même, c'est que Isaac et Gyökeres ont débloqué leur compteur. Donc, attention à ne pas les retrouver un peu plus haut. Et voilà, je ne l'ai pas posé véritablement comme question parce que on est resté sur le factuel, c'est-à-dire déjà qualifié la Suède, déjà éliminé la Tunisie. Mais il va falloir aussi un tout petit peu savoir si cette équipe de Suède va être capable, voilà, de hausser son niveau de jeu et de se qualifier pour les 8e de finale, parce que c'est ça un peu le creux du débat. Et je pense qu'on va plutôt terminer là-dessus. C'est est-ce que la Suède qualifiée, moi je me positionne en disant que oui, avec cette victoire. Je vais pas revenir sur les arguments. Et est-ce que ça peut aller jusqu'en 8e de finale, donc c'est-à-dire passer le 16e, arriver en 16e, passer le tour, donc arriver en 16e, et se qualifier pour les 8e. Sur ce que j'ai vu, les gars, j'ai envie d'être positif. Hein. J'ai envie d'être positif et de me dire que cette équipe, elle est en capacité peut-être de pouvoir réussir le match-up. Donc, ok, c'est peut-être à chaud. Ok, c'est peut-être de l'analyse peut-être pas assez réfléchie et encore une fois un peu trop abrupte. Mais imaginez cette Suède-là avec ce fameux duo d'attaquants, ça me fait penser à... Alors, ils n'ont rien à voir dans les styles, mais est-ce que l'Uruguay qui a surperformé pendant des années avec Cavani et Suarez, est-ce que Cavani et Suarez étaient véritablement complémentaires? Je sais pas. Peut-être. Ça montrait que oui. Maintenant, sur le papier, pas forcément. Je pense un peu à la même chose entre Isaac et Gyökeres. Sur le papier, ça peut faire quand même 2 sacrés numéro 9. Est-ce que ça collera? J'en sais rien. Maintenant, mieux vaut quand même avoir ce type de choix-là et ce type de joueur-là dans ton effectif plutôt que l'inverse. Et en ça, la Suède, pour moi, elle peut avoir des raisons légitimes de croire à un huitième de finale. Là où je l'ai dit, côté Tunisie, maintenant, limite, l'objectif, c'est de finir le plus dignement possible. Donc, c'est d'éviter le 0 pointé et d'éviter de se retrouver encore avec une autre correction pour les prochains matchs. Mais la Tunisie, pour moi, c'est horrible à dire parce que c'est le premier match, mais pour moi, c'est un peu comme Curaçao, c'est terminé. La compétition est terminée dès le premier match. Donc, bien sûr, j'entends, et on nous l'a dit dans le chat, si c'était pour faire ça, aller mieux laisser à la limite le Nigeria passer, ou le Cameroun, ils auraient fait mieux. Problème.
Maintenant, ils sont là, on a l'habitude et on les connaît dans leur manière de se présenter, les Tunisiens. On découvre pas que ça peut avoir une approche défensive. Maintenant, je l'ai dit, la composition et le plan de jeu et la stratégie adoptée par un Sabri Lamouchi, pas positif, pas positif. Donc, c'est pas positif. Tu es sanctionné par un 5-1. Tu vas avoir des polémiques à n'en plus finir côté au pays. Ta place, elle est quasiment cuite. Il faudrait, on l'a dit, une sorte de miracle pour arriver à s'en sortir. Vraiment très très compliqué hein, côté tunisien. Il y a rien à ressortir ce soir. Et à mes yeux, oui, la compétition est déjà terminée au même titre que Curaçao, parce que quand tu perds aussi largement et qu'en plus derrière c'était une équipe qui n'était pas forcément la meilleure. Curaçao, c'est autre chose, mais là, en tout cas, en l'occurrence, la Suède était loin d'être l'ogre du groupe. Bon, tu prends 5-1 par l'équipe peut-être la plus faible avec toi. Ça te situe le niveau de performance et ça montre bien que côté tunisien, bah, on est passé à côté. On est passé à côté. Donc, bien sûr, il reste encore 2 matchs. Il y a peut-être une possibilité par un improbable concours de circonstances de remporter ces 2 matchs, je pense pour les Pays-Bas et le Japon. Moi, je pense l'avoir assez dit dans ce live. Je n'y crois pas un seul instant. Pour moi, il faut plus regarder du côté suédois que du côté tunisien pour cette compétition parce qu'il n'y a plus rien. Je pense que malheureusement, les Tunisiens se sont cramés leur chance dès ce premier match. Ce qui est particulièrement frustrant pour un pays comme la Tunisie. Que Curaçao, ça leur arrive pour leur première compétition et en jouant l'Allemagne, j'ai envie de dire c'est normal. Par contre, que ça soit la Tunisie qui est une sélection habituée à jouer régulièrement la Coupe du Monde, bon, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Voilà. Donc voilà les copains, je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit débrief. Voilà, Suède déjà qualifié, oui. Tunisie déjà éliminée, oui. Top de la rencontre. Je l'ai dit, Isaac, bien évidemment. Ayari, bien évidemment, au-delà de son doublé, il est vraiment très, très intéressant. C'est un joueur vraiment très intéressant. Donc, voilà, et une moindre mesure, la défense dans son intégralité, c'était top. Au niveau des flops, bah, évidemment, Skiri, parce que c'est lui qui plombe complètement l'équipe. Le duo d'attaque, c'était pas possible. Et puis le chef d'orchestre de tout ça, Sabri Lamouchi, qui nous a préparé une compo un peu sortie de l'espace et qui a été une catastrophe totale. Et dernière chose dans les tops aussi, à préciser quand même que Graham Potter, on le met parce que son équipe de Suède, elle était quand même bien sympa ce soir. Bien sympa. Pour l'homme du match, Alexander Isak, pas de débat. Un but de passe décisive, une grosse activité. Et il semble enfin débarrasser des problèmes physiques. Donc, ça va être pour lui le trophée d'homme du match. En tout cas pour nous. Et puis, la note du match, allez, c'est pas souvent qu'on a 6 buts dans un match de Coupe du Monde. Qui plus est dans une opposition qui n'était pas la plus sexy au départ, qui se joue à 4 heures du matin. Allez, j'ai envie d'être un petit peu indulgent et généreux. Ça sera donc un 7 sur 10. Voilà, les copains. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est quasiment à 50 minutes de live. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, si il y a d'autres choses à préciser, on va reparler demain dans le point mondial, donc l'émission quotidienne du FC Copain, qui aura lieu demain entre 16h30 et 17h30, où on reviendra sur les matchs du jour. Donc, le Pays-Bas-Japon, l'Allemagne-Curaçao, le Côte d'Ivoire-Équateur et évidemment aussi ce Suède-Tunisie. On parlera des matchs de la journée de demain et on se projettera un petit peu sur la nouvelle nuit de folie qu'on va encore passer encore avec
je sais plus, 3 ou 4 matchs à se disputer. Donc, voilà, on va vite revenir. Et s'il y a encore des questions à poser sur ce fameux match catastrophique des Tunisiens, bon, écoutez, mettez-le en commentaire. On n'hésitera pas à répondre. Et c'est ce qui entretient un peu le débat et qui le fait vivre encore à la fin du live. Voilà. Donc moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. On a fait 6 vidéos aujourd'hui. Donc je pense qu'on a été productif. On a parlé du Brésil-Maroc. On a fait l'émission quotidienne et on a fait des débriefs de tous les matchs de cette nuit. Allemagne-Curaçao, Pays-Bas-Japon, Côte d'Ivoire, Équateur et la Suède-Tunisie. Donc, vous comprendrez bien que là, on va un peu se reposer et recharger les batteries. On revient demain. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay, dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes, type Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, KFC Copains, encore plus pendant le mondial, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao.